par parler de cette première place du groupe I, Maxime, si tu le veux bien. Et on va se poser une question. Est-ce que c'est si impératif que ça de terminer premier de ce groupe? Alors, moi, je vais commencer par un état des lieux, j'ai envie de dire. C'est absolument pas culturel de se poser cette question-là. C'est une question qui revient tous les 4 ans et on se dit, est-ce que les Bleus auraient intérêt à terminer deuxième, à terminer premier? En fait, c'est pas footballistique, tout simplement, ce calcul-là. On fantasme ça souvent. C'est un truc qu'on retrouve, par exemple, dans le basket. On l'a vu les années, notamment quand l'équipe de France était à l'Euro, où il y a eu 2-3 fois où l'Espagne faisait exprès de se laisser perdre parce que c'est des calculs d'apothicaire avec des doubles tours. Là, honnêtement, en Coupe du Monde et en football, non. On gagne ce qu'on peut gagner, on avance tant qu'on peut avancer et on avance le plus vite possible. Je me suis repenché, c'est marrant, sur 2018 et l'Argentine et je me suis dit, quand on joue les Argentins en huitième de finale, qui était un très gros morceau et qui récompensait pas techniquement finalement cette première place, et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui se serait passé si on avait terminé deuxième? Alors j'ai fait le parcours, évidemment un parcours théorique, et ben, on aurait pris les Croates en huitième de finale. Alors sur le papier, à l'époque, on se serait peut-être dit, oh les Croates c'est bien, sauf que les Croates Ouais. étaient finalistes de la Coupe du Monde. Et si on avait passé les Croates, on aurait eu les Russes, et puis après l'Angleterre, et peut-être en finale la Belgique. Donc vous voyez en plus que globalement, c'est quand même des parcours qui se ressemblent. Il peut y avoir des fois des parcours déséquilibrés, des tableaux déséquilibrés. C'était le cas à l'Euro 2016, notamment avec tous les champions du monde d'un côté et de l'autre côté, un parcours qui avait permis au Portugal d'aller très loin. Mais en fait, je trouve que moi, je ne suis pas pour le calcul. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique à respecter. Et c'est un truc que ne fait pas Deschamps en général. Il faut rappeler déjà que Deschamps, c'est sa quatrième Coupe du Monde de suite. C'est sa quatrième Coupe du Monde. Il qualifie l'équipe de France sur le deuxième tour. C'est unique dans l'histoire du football français déjà. Et lui, il n'a pas pour habitude de faire des calculs d'apothicaire. Je pense que c'est un débat très de journalistes en Ouais. fait et de suiveurs. C'est-à-dire que moi, ça me frappe à chaque fois parce que c'est des débats aussi qu'on peut avoir parfois dans les tournois du Grand Chelem quand il y a le fameux tableau qui est fait et on se dit ah troisième tour ça Ouais. peut être compliqué. Et en fait à chaque fois qu'on pose la question aux acteurs moi j'ai le souvenir de Novak Djokovic et Rafael Nadal. En fait, c'est très simple. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut gagner 7 matchs. Là, il en faut 8, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on n'est pas obligé de gagner tous les matchs en phase de poule, mais à partir du moment où on arrive en 16e, il faut gagner les matchs. Donc, c'est un peu des questions qui exaspèrent les acteurs. Je pense qu'il faut écouter cette exaspération et de se dire que ça, c'est un calcul qui les intéresse assez peu. Il faudra être performant, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les dispositions qui se présentent face aux Bleus. Et je pense que déjà, c'est quelque chose qui intéresse assez peu l'équipe de France. Et surtout, Ouais. c'est un mauvais calcul de gaspiller un match en Coupe du Monde, a fortiori un match face à la Norvège, qui est un adversaire auquel on peut se mesurer, comme l'était un petit peu le Sénégal. C'est-à-dire que là, ce match face à l'Irak, on a des enseignements sur les Bleus, mais on a finalement assez peu de choses, notamment défensivement, où on n'a pas vu l'équipe de France souffrir. Moi, j'ai hâte de voir cette équipe de France face à la Norvège et de me dire, si les Bleus gagnent face à la Norvège, ils auront gagné les 3 matchs dans cette phase de poule. Ils auront battu 2 adversaires qu'on aurait pu définir comme des outsiders. Et ça fonctionne à la confiance, en fait. C'est aussi simple que ça. Quand vous sortez une phase de poule, vous avez 9 points, vous avez battu le Sénégal et la Norvège. Mais en fait, derrière, vous n'avez plus peur de grand monde. Alors, je ne dis pas que c'est du niveau de l'Argentine ou de l'Espagne, mais gaspiller un match en se disant oh non c'est mieux de terminer deuxième, venez on envoie les réservistes et c'est pas grave quel que soit le résultat, je pense que c'est une mentalité qui ne fait pas avancer le groupe et qui ne pousse pas l'équipe vers le haut. Or à mon sens on n'en est pas encore là, il faut vraiment que ce match soit compétitif pour l'équipe de Et France. puis 9 points en Coupe du Monde après un premier tour, c'est plus arrivé depuis 1998 à l'équipe de France. Voilà. Donc en plus, c'est pas anecdotique, ça marque les esprits. Et au-delà de ça, après, c'est encore une fois, là, on vous dit ça, mais nous, c'est aussi un petit jeu qu'on aime. C'est-à-dire que Oui, tout c'est à comme fait, les tirages au sort. c'est un C'est-à-dire truc qu'on de regarde les journaliste tableaux. beaucoup, ouais. Mais en plus, là, comme vous êtes dans une Coupe du Monde qui est revenue avec un système de meilleur troisième, comme c'était le cas jusqu'en 94, bah, résultat, c'est quasiment, alors là on y voit un peu plus clair, mais il y a beaucoup d'inconnus parce que ce sont des combinaisons mathématiques qui sont infinies. Donc en gros, on sait, moi j'ai regardé, par exemple, si on termine deuxième du groupe E, on va prendre du groupe I, pardon, on prend un troisième. Or, c'est très compliqué de savoir lequel. Non, d'ailleurs, je fais une erreur, j'ai dit une bêtise. C'est si on termine, non, mais bref, non, c'est si on termine premier, pardon, si on Oui, si termine on premier termine du premier groupe on I, prend un on troisième. prend un troisième. Or, alors pour l'instant, c'est la Suède, mais sauf que Exactement. peut-être que dans 2 heures, ça sera plus la Suède, etc. La seule chose qu'on sait, en terminant premier, c'est qu'on prend l'Allemagne en huitième de finale. Donc déjà, ça donne une idée. Alors je dis l'Allemagne ou l'Écosse, évidemment, et derrière, on aurait le Maroc, les Pays-Bas, la Suisse, Corée du Sud en quart, et en demi, l'Espagne. Mais ça, c'est théorique, parce que
si on termine deuxième, alors là pour l'instant c'est la Côte d'Ivoire, mais ça peut être aussi bien l'Équateur ou Curaçao qui peut encore se qualifier. Ouais. Et aussi, un petit détail, c'est qu'en huitième de finale, tout le monde dit le Brésil, le Brésil, le Brésil. Oui, ça peut être le Maroc aussi, parce que le Maroc peut encore basculer. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, finalement, c'est que le huitième de finale pourrait être un quadruple champion du monde ou un quintuple champion du monde. Et ça, pour le coup, c'est pas souvent. Ouais, tout à fait. Et puis, attention à ne pas enjamber les obstacles Oui. trop vite. Effectivement, ce qui va nous intéresser, là, c'est quand même l'identité du 16e de finale. Alors, j'ai lu beaucoup de probas. Je crois qu'on a quand même beaucoup de chance, si on termine premier, d'avoir la Suède, Ouais. qui est quand même un adversaire compliqué. Et je crois que je préfère, mais malgré tout, je préfère affronter la Suède que la Côte d'Ivoire. Pour des raisons qui me sont propres, mais la Suède, c'est quand même une équipe qui a eu 2 points, je crois, sur son parcours de qualification pour la Coupe du Monde, qui a eu son ticket via la Ligue des Nations, certes, mais qui a 2 attaquants plutôt bons, mais je sais pas, j'aurais un peu plus peur de la Côte d'Ivoire que de la Suède. Et puis surtout, là, quand on fait des projections, tu l'as dit, premièrement, c'est des projections à l'heure actuelle, on n'est même pas à la fin des deuxièmes matchs de poule, et avec le système des troisièmes, ça peut bouger dans tous les sens. Et encore une fois, moi, ce qui m'embête plus, c'est que nous, on soit déjà concentrés là-dessus, c'est évident, mais il ne faut pas que les Bleus tombent dans ce piège-là. Il y a un match important à préparer face à la Norvège, un match où il y aura beaucoup de niveaux en face, et même si Erling Haaland s'est attaché un peu à dire non, on va se faire battre par l'équipe de France et ils vont aller au bout, je ne suis pas sûr qu'il sera comme ça le jour de ce match-là. Et c'est un autre test pour l'équipe de France, donc il ne faut surtout pas galvauder ce match-là. Ouais, Alex nous parle de cette déclat. Et qu'est-ce qu'on pense de cette déclat d'Erling Haaland? Moi, c'est simple, c'est une déclat que je trouve fraîche, tout simplement. Ouais, c'est du Erling. C'est du Erling Haaland. Et ça fait du bien d'avoir des footballeurs qui mettent un peu de second degré, parce qu'il ne va pas rentrer sur le terrain en se disant on va se faire taper et tant pis, on laisse, parce que de toute façon, les Français vont gagner la Coupe du Monde. Non, la réponse est sympa. Plutôt qu'avoir on prend les matchs les uns après les autres, on a fait un bon match, on est content, le groupe vit bien, lui, il dit tout simplement un truc que personne n'imagine, mais qui marque les esprits, c'est-à-dire de toute façon, on s'en fout, on va perdre, et en plus, ils vont gagner le tournoi. Ouais. Non, c'est plutôt intelligent comme réponse. Et n'y voyez même pas de calcul à dire non, c'est pour évacuer la pression. Non, c'est simplement que c'est une question qui vaut ce qu'elle vaut. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? Voilà. Lui, ce qu'il sait, c'est que si la Norvège bat la France, elle sera première du groupe. Si elle fait match nul ou si elle perd, elle sera deuxième, mais la Norvège ira en 16e. Et il faut rappeler aussi ce que représente un 16e de finale pour la Norvège. La Norvège, la dernière Coupe du Monde, c'était 98 en France. C'était un 8e de finale perdu face à l'Italie. Donc pour eux, déjà, j'ai envie de dire, alors évidemment, on n'a jamais envie de s'arrêter tôt dans une Coupe du Monde, mais pour eux, finalement, la Coupe du Monde est réussie. On s'est suffisamment demandé, mais pourquoi cette équipe ne revient pas en Coupe du Monde? Ils ont Odegaard, ils ont Haaland, là ils y sont, ils réussissent leur Coupe du Monde. Donc voilà, il peut aussi se décontracter. Et souvent, ce n'est pas un défaut d'être décontracté par une Coupe du Monde. Tout à fait. Il y a Nira qui nous dit quelque chose. Non, Bogren, pardon, qui nous dit quelque chose d'intéressant, évidemment, comme souvent avec Bogren. Le piège, c'est que, comme d'hab, un nul suffit. Et que, effectivement, en cours de match, il faudra peut-être lire un petit peu le coaching de Didier Deschamps en cours de match. S'il y a 0-0 et que. On sent que les Norvégiens ne sont pas très dangereux. Peut-être qu'ils pourraient tenter d'eux. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment considérer ce match comme un 32e de finale presque, face à la Norvège. Et on en parlera tout à l'heure de la compo. Il y aura évidemment des ajustements parce qu'on est déjà qualifié. Donc c'est un 32e de finale sans la sanction potentielle en cas de défaite. Reste qu'il faut vraiment être au niveau de ce match-là et s'attendre à un match très compliqué. Tout simplement. Ouais. Et puis un nul suffit pour être premier du groupe. Ça me rappelle France-Danemark 2018. Ouais. Alors s'il y a des gens qui étaient à Moscou ce jour-là, je pense qu'ils se rappellent, c'est un non-match absolu parce que les Français se sont contentés de ce 0-0. Je crois qu'il y a une frappe cadrée de Fekir à la fin du match qui rentre en jeu. Et de l'autre côté, les Danois, ça leur allait très bien. Donc oui, le risque aussi d'avoir un non-match, même si ça ne ressemble pas à l'état d'esprit de cette Coupe du Monde, c'est pas complètement impossible. C'est pas l'état d'esprit de cette Coupe du Monde, c'est pas l'état d'esprit de Kylian Mbappé, et c'est pas l'état d'esprit de Kylian Mbappé face à Erling Haaland. Mine de rien, ça aussi, par contre, ça peut rentrer un petit peu dans la tête des joueurs. La Norvège, c'est un test, oui, mais c'est aussi, et tout l'avant-match va être un petit peu autour de ça, le duel entre les deux neufs, potentiellement les deux meilleurs neufs au monde actuellement. Il va y avoir une volonté un petit peu de marquer son territoire. Souvenez-vous que c'était Haaland qui avait dit ça après un doublé de Mbappé en Ligue des Champions. J'ai vu le but de Mbappé hier, j'ai eu envie de faire pareil ou de le dépasser, je sais plus. Tout à fait. Mine de rien, ça rentre en compte sur ces deux profils-là, Bogren, qui est très sympa, qui dit « La dernière fois que la France a gagné ses 3 premiers matchs, je n'étais pas né, je crois, et vous non plus ». Eh bien si, Bogren, malheureusement, on était né, et moi j'ai même vu 2 matchs au stade. C'est pour dire que j'étais un peu plus vieux. Bonne nouvelle,
Oh, nouvelle. Ça se défend de nouvelles, c'est une info. Martin Mosnier est arrivé à Boston. Ah, il a Boston. rechargé son passe Navigo derrière là. Et Boston dans quel état, Martin? Écoute, non, ça va, on n'a pas beaucoup dormi, mais Non, 6 non, heures de l'état. train là pour faire Philadelphie. Ah, il y a Massachusetts, pardon. Voilà. Massachusetts, évidemment. Dis-nous quand même comment ça va. Évidemment. Mais écoute, ça va. Donc 6 heures de train depuis Philadelphie. Là, vous voyez, on est dans la gare de Boston parce que voilà, on a sauté du train pour être en direct dans le FC Stream Team. C'est comme ça, on s'adapte. Et vous voyez. Alors, si vous voulez que je vous fasse un nouveau point météo, sachez qu'il oui. caille. Et j'ai mis un pull pour la première oui. fois du séjour. Bah, je pensais l'avoir amené pour rien, mais non. Donc quoi, il fait froid, et aujourd'hui, le programme des Bleus, donc l'entraînement a été retardé d'1 heure, puisque hier, vous savez que le match a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc au lieu de 15h30 heure locale, donc 21h30 chez vous, l'entraînement aura lieu à 22h30, 16h30 heure locale. Ce sera un entraînement ouvert à la presse, donc en intégralité, qui verra les remplaçants d'hier être opposés à on ne sait pas encore qui. Est-ce qu'il y aura encore quelques jeunes qui viendront faire le nombre? Sans doute. Martin, on parlait de l'impératif ou non de terminer premier de ce groupe. On a donné notre avis. Écoute, je te lance, on va écouter le tien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il faut absolument que l'équipe de France termine première du groupe I? Si l'équipe de France termine première, elle s'épargnera 8000 km et 18 heures d'avion qu'elle aura en plus si elle termine deuxième, puisqu'il faudra aller à Miami, puisqu'il faudra aller à Dallas. Et il faudra peut-être aussi repenser à un camp de base. Vous savez, les joueurs de très haut niveau et Didier Deschamps, ils aiment bien leur routine. Ils adorent leur routine. Leur routine, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'être là, à Boston, dans leur hôtel qui n'est pas si loin d'ici d'ailleurs, et surtout dans leur petit centre d'entraînement à l'université de Bentley, bucolique, charmant, et ils aiment ce cadre-là. Si tu dois faire ton 16e de finale à Dallas, puis que tu dois revenir à New York 4 jours plus tard, puis que tu dois aller à Miami 4 jours plus tard, il n'est pas dit qu'ils restent ici à Boston, et donc ils vont être obligés de revoir leur plan, et surtout, ils vont s'infliger des transports, des trajets qui vont être interminables. Voilà, je vous l'ai dit, si tu termines deuxième, tu as 18 heures d'avion en plus et 8000 km en plus. Et puis, c'est un autre climat à Dallas, c'est un autre climat à Miami. Là, tu resterais sur la côte Est si tu termines premier, Philadelphie, New York, Boston. C'est d'autres températures. Donc, pour moi, le premier enjeu est celui-ci. Parce qu'après, quand tu regardes le programme, au final, que tu prennes l'Argentine ou l'Espagne en demi, le Brésil ou l'Allemagne en huitième, le Maroc ou l'Angleterre en quart, y a pas, en plus, on ne sait même pas encore qui sera servi dans ces tableaux-là. Pour moi, il n'y a pas un écart gigantesque. Par contre, ce qui compte, c'est de faire le moins de trajets possible, d'avoir le plus d'énergie possible. Et ça, Deschamps, il est très, 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 très attaché à ça. Et du coup, en creux, je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup tourner. On parlait aussi de l'impératif de voir ce match face à la Norvège comme un 32e de finale bonus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sanction de la défaite. Est-ce que les joueurs en ont parlé hier en zone mixte et se sont déjà un petit peu projetés sur ce match-là ou c'était trop tôt? Non, pas du tout. En revanche, Didier Deschamps, il a dit que lui, il voulait absolument la première place parce que c'est la meilleure. Et il est revenu beaucoup, non. Il a insisté sur les voyages, les heures que tu économises et tout ça, tout ce que je vous ai dit là il y a quelques secondes. C'est là-dessus vraiment qu'ils ont insisté. Après, les joueurs, ils ne se sont pas du tout encore projetés là-dedans. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est capital aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé jusqu'ici, là, ça fait 12 jours qu'on est aux États-Unis. Les Bleus ont joué 2 matchs. Là, il y a un match qui va enchaîner dans 3 jours face à la Norvège, puis 4 jours plus tard, c'est-à-dire que là, on entre dans une nouvelle coupe du Monde. Le calendrier s'accélère et donc ça va compter pour les Bleus comme pour les autres équipes, mais les Bleus ont eu quand même des plages assez conséquentes jusqu'ici. Ils sont rentrés tard dans la compétition, ensuite il y a eu 6 jours jusqu'à l'Irak, donc tout ça a été très lent à se mettre en place. Là, à partir d'aujourd'hui, enfin même à partir d'hier, on est rentré dans une toute nouvelle compétition. Et ça, c'est capital aussi dans le calendrier que se fixe Didier Deschamps. Alex qui nous dit que c'est la première fois qu'il y a une telle hype pour un 3e match. Il y aura une vraie saveur, il faudra en profiter. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est différent des autres
des autres tournois passés, parce qu'effectivement, on a déjà la certitude, on en parlera juste après, que on ne va pas faire une revue d'effectifs et ce ne sera pas le fameux match des coiffeurs. À mon avis, ce sera plutôt le match des 12e, 13e et 14e hommes. Mais ouais. ce sera pas non plus, pas Oui. non plus un match décisif. Donc Didier Non, Deschamps, tout à il va fait. quand même faire plus tourner Oui, oui. que si tu jouais ta qualification, si tu sors de 2 nuls par exemple et que tu Non, dois mais absolument te bien sûr. qualifier. Donc oui, c'est pas un 32e de finale. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que t'as pas la sanction de l'élimination ou pas. Donc ça déjà, c'est rédhibitoire. Ouais, ouais. Ça reste quand même un 3e match. Mais c'est pas non plus tout à fait le Danemark 2018, ni la Tunisie, et encore moins la Tunisie 2022. Parce Ouais, que tu ouais. n'es pas sûr Oui. de terminer premier et parce qu'il y a des conséquences qui sont plus grandes, parce que tu es sur une Coupe du Monde du gigantisme. Donc une Coupe du Monde qui est sur un continent quasiment. Donc ça c'est important. Alors, ce que je rappelais, en revanche, ça ressemble au Danemark sur l'enjeu, c'est-à-dire que tu terminais premier en faisant match nul, donc là-dessus, ça ressemble. Mais là, ce qui change la hype, évidemment, c'est Mbappé-Haaland. Alors, moi, ça m'aurait fait marrer que les deux soient au frais pour gâcher la fête, parce que ça me fait rire voilà, de faire ça. Mais ça n'arrivera évidemment pas et ça tournera. Et je pense que la hype, elle n'est pas que ce soit France-Norvège. D'ailleurs, historiquement, France-Norvège, ça n'a aucune valeur. Les fois où on a joué la Norvège, il n'y a rien de marquant, voilà, tout simplement, à part un 3-3 au Vélodrome il y a très longtemps avec Zidane. Mais pour le reste, c'est vraiment voilà, c'est que ça tourne autour des deux. Et puis on l'a dit, on l'a suffisamment dit ici hier soir. On a Haaland qui a mis 4 buts, il y a Mbappé qui a mis 4 buts. Les mecs ont joué 2 matchs, donc c'est complètement délirant. Si ça se trouve après ce match-là, on aura fini le premier tour avec 2 joueurs à 5 buts plus Messi. Donc ça, pour ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et il y a une petite promesse de spectacle, voilà. Ouais, Et je trouve c'est ça. que si je reviens sur la déclat de Haaland tout à l'heure, où il dit justement non, mais de toute façon, on va perdre et on s'en fout de toute façon. Bah non, mais s'il y a ce côté, je pense que si c'est pas pour sortir de la pression, et c'est encore une fois du second degré, au moins je pense que c'est deux équipes qui, techniquement, peuvent se dire qu'elles vont jouer libérées, parce que pour le coup, là, elles n'ont rien. Enfin, en fait, ils ont plus à gagner qu'à perdre. Donc en gros, je pense qu'on peut avoir un match plutôt sympa vendredi soir. Est-ce que je peux la situer ailleurs, moi, la hype? Oui. Je ne voudrais pas la circonscrire à Haaland et à Mbappé. La hype, pour moi, c'est qu'on va affronter une équipe qui a marqué 37 buts lors des éliminatoires. C'est qu'on va affronter la meilleure attaque de la zone Europe. C'est qu'on va affronter pour la première fois, parce que même le Sénégal n'a pas cette puissance offensive, et qu'on va être confronté à la limite de l'équipe de France jusqu'ici, c'est son système. C'est son système défensif, c'est comment tu arrives à protéger Mike Maignan. Et que je pense que si tu arrives à protéger Mike Maignan de la Norvège, pour moi, se situe dans les canons les plus hauts en termes de menaces offensives. Après, le reste, c'est différent. Le milieu de terrain et la défense, je mets complètement ailleurs. Mais en termes de pouvoir offensif, comme ils arrivent très bien à trouver leurs attaquants, voilà, là, on va avoir un vrai test. Et pour moi, la hype, plutôt que Haaland et Mbappé, c'est vraiment le crash test pour la défense des Bleus. Oui. Et Le problème, c'est ouais. encore faudrait-il mettre le quatuor défensif qui jouera le huitième de finale. Mais Oui, après, Oui, le ça, c'est système, autre chose. c'est autre chose. Mais après, on peut aussi acter les défaillances d'un système. Ah oui, ça, tu oui, vois, tout à fait. je suis assez d'accord avec Martin. C'est vrai que sur le 4-2-3-1, on pourra avoir des enseignements. Si on voit qu'à chaque offensive, même s'il n'y aura peut-être pas Ouais. Saliba, et que quand on se souvient comment Saliba a pu contrôler et maîtriser par le passé Erling Haaland en Première Ligue, ça peut jouer. Mais malgré tout, on pourrait voir que ah ouais, là c'est compliqué de se dire que quand même on va faire toute la compétition dans ce schéma-là, sachant que face à la Norvège, qui ne reste que la Norvège, malgré le fait qu'il marque beaucoup de buts, on se fait ouvrir comme ça au milieu. Ça peut être compliqué à assumer et à accepter pour Didier Deschamps. Alors attention aussi autour de la hype et attention à la surinterprétation d'un éventuel résultat négatif. Martin, tu t'en souviens très bien. France-Danemark 0-0, on a l'impression qu'il y avait le feu dans la maison. Tunisie-France 1-0 par Tunisie, on a l'impression que l'équipe de France était en péril. Or, ce sont des matchs, on en parlera après, où Deschamps avait fait tourner. Tunisie, il y avait eu 9 changements. Danemark, il y avait eu 6 changements. Et je me souviens d'en avoir parlé après la Coupe du Monde avec Guy Stéphane en lui disant mais ces matchs-là n'avaient aucune valeur, enfin du moins celui du Danemark. Il dit bah non, évidemment, c'était des équipes qui ne se connaissaient pas. En fait, va falloir faire gaffe, à part ce réflexe journalistique de tout remettre en cause s'il se passe quelque chose de moins bien, alors que ce n'est pas l'équipe type. Voilà. Mais ça va justement, moi je trouve, avec ce qu'on disait sur la hype, c'est aussi qu'il y a des joueurs qui vont jouer des choses. Ce ne sera pas du tout la caricature de France-Tunisie avec 9 changements et 10 assises arrière droit. Là, il va y avoir des enjeux collectifs, Martin l'a bien expliqué, sur le schéma, sur notre philosophie offensive, et individuelle. On en parlera tout à l'heure sur les compos qu'on voudrait mettre, mais il y en a 2-3 qui,
en l'état, jouent presque leur place dans le 11. Donc, franchement, c'est aussi pour ça que c'est agréable ce match-là. C'est qu'il y a à la fois du collectif et à la fois de l'individuel qui seront en jeu sur ce match face à la Norvège. Sur la hype, tu avais raison sur le Danemark où ils se font assassiner les Bleus après le 0-0. La grosse différence avec eux aujourd'hui, c'est que face à l'Australie et face au Pérou, t'es pas super convaincant quand même. Et que là, Ouais. tu as joué le Sénégal, grosse équipe, où tu as été convaincant au moins pendant 45 minutes, et l'Irak où tu les as désossés. Donc, j'imagine que même si tu perds face à la Norvège, Oui. ce ne sera pas nécessairement les mêmes conclusions qui en seront tirées. Oh là, alors là, on en parlera. Si on part face à la Norvège, ça sera le feu comme c'était le feu après la Tunisie, alors que c'était ridicule. Il y avait 9 changements, et notamment Eduardo Camavinga, arrière-gauche. Alors, le futur a pas donné tort à Deschamps, mais ce match-là, c'était un cataclysme absolu. Il était perdu, mais en tout cas, de toute façon, on ne va pas perdre vendredi. Non. Bah non, Bien on sûr va pas que perdre. Et je ne sais pas si vous avez parlé du tableau ou pas, qui les attend Oui, s'ils un sont petit premiers. peu, Oui, mais mais- vas-y, Martin. On te laisse dérouler. Moi, très honnêtement, alors déjà parce qu'on ne sait pas qui va être encore, on ne sait pas encore avec précision, mais entre Suède, Allemagne, Maroc, Espagne et Côte d'Ivoire, Brésil, Angleterre, Argentine, pour moi, c'est vraiment il n'y a pas de meilleure voie, une meilleure voie que l'autre. Peut-être je sais même pas s'il vaut mieux prendre le Brésil que l'Allemagne. Très franchement, j'en ai aucune idée. Et je suis pas sûr que l'Angleterre ce soit moins fort que le Maroc. Donc, Et, très honnêtement, de ce point de et- vue-là, en tout cas, pour moi, il y a pas de meilleure voie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, alors ouais, c'est ce qu'on a dit globalement. Et j'ajoute que le Maroc peut se retrouver à la place du Brésil. C'est pas impossible que le huitième, ce soit le Maroc de Oui, l'autre tout à côté. fait. Et pour donner un exemple, je me suis amusé à imaginer ce qui se serait passé en 2018 si on avait terminé deuxième. C'était la même configuration. On aurait perdu face au Danemark, on aurait été deuxième. On aurait pris les Croates en huitième. Donc là, c'est pas forcément mieux. Moins spectaculaire, mais pas forcément mieux. Les Russes en quart, l'Angleterre ensuite. Et en finale, peut-être la Belgique. Donc voilà, c'est ce que tu dis. C'est rare, en fait, c'est rare, à part à l'Euro 2016 où là, il y avait des tableaux déséquilibrés, c'est rare que des tableaux soient complètement déséquilibrés parce que c'est la Coupe du Monde. À l'arrivée, on retrouve globalement souvent les mêmes. Et souvent les mêmes, ce sont les puissances qu'on connaît. Sauf si t'es Martin. l'Argentine, hein. Là, l'Argentine, c'est quand Ouais. même 4 Oui, voix mais je suis jusqu'à la d'accord, oui. il demi-finale. n'est pas fini le tableau. Attendez de voir le tableau final. C'est sûr. Là, Oui, t'as ça raison. part dans tous les sens. Martin, hier, on a beaucoup parlé de Mbappé, de Dembélé. On n'est pas resté très longtemps sur un joueur qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est Manu Koné. Une bonne bouffée d'oxygène et pour le milieu de terrain et même face aux médias, parce que je crois que tu peux nous raconter, sa zone mixte a été assez mémorable à Manu Koné hier.